vous allez justement nous parler de la gabarre Dorothée, qui est de type dorade. Alors, je vous avoue mon ignorance sur ce qu'est une gabarre de type dorade, mais vous allez sans doute nous le préciser. Armée de 12 canons, lancée en 1764 et qui a naufragé devant Saint-Mathieu en 1768. Et votre communication, justement, va interroger la fiabilité des archives dans la recherche des épaves. Les archives sont-elles toujours fiables ? Quel degré de confiance peut-on leur accorder ? Et ne vaut-il pas mieux multiplier et confronter les sources avant de se lancer dans une prospection in situ ? Alors, au cours de mes recherches, il m'est arrivé de tomber sur pas mal de problèmes et j'ai décidé d'illustrer un petit peu ce propos justement de la fiabilité des archives au travers d'un exemple, la recherche de la gabarre La Dorothée. Donc voilà, ce que vous voyez là, c'est l'anse du Vaéré. Ça se trouve près de la pointe Saint-Mathieu, à 1400 mètres dans l'est à peu près. Sur la partie droite, vous avez les vestiges du San José, vaisseau amiral espagnol de 74 canons. Et si on repart sur la gauche, vous avez les vestiges de la Santa Rosa. C'est une petite frégate espagnole de 22 canons. Les deux navires ont fait naufrage le 7 avril 1780 à 10 h du matin, tous les deux. Et entre ces deux naufrages, au centre, vous avez les vestiges, les restes d'une chaudière, quelques autres, genre Treuil, etc., quelques autres vestiges, d'un navire à vapeur donc, dont je ne sais rien, ni de l'identité, ni de l'histoire. Et donc, je me dis, tiens, il y a un petit challenge à relever, je vais m'intéresser à ce vapeur. Et j'ai commencé par le plus simple, Internet. Et j'ai eu la chance de tomber très rapidement sur le site de l'association FAS de Plougonvelin. Et sur leur site, ils présentent un article de Jean Chevillotte relatif au naufrage d'une gabarre, la Dorothée, à la pointe Saint-Mathieu, sur la Roche des Moines. Et l'article est remarquablement complet, c'est-à-dire que tout y est, les caractéristiques du navire, 300 tonneaux, 30 mètres de long, 3,40 m de tirant d'eau, 12 canons. Vous avez aussi tout l'inventaire du chargement, le rôle d'équipage, les circonstances du naufrage et le récit du sauvetage. Mais Jean Chevillotte a aussi mis la main sur un dessin de Nicolas Ozanne, qui était à l'époque peintre et dessinateur de la marine. Et sur ce dessin, on y voit effectivement représenter le naufrage d'un navire, mais la légende dit « Naufrage de la gabarre La Dorothée, le 16 décembre 1769 ». Bon, il y a un petit défaut au niveau de la date, qui était 1768, mais sur la roche percée d'Erospec. Oui. Donc, il y a là une ambiguïté, et que Jean Chevillotte relève d'ailleurs. Et cette ambiguïté m'a intéressé. Je me suis dit, tiens, c'est un petit challenge à relever. Qui a raison ? Les administratifs de la marine ou l'artiste ? Donc, pour tenter de résoudre le problème, je me suis rendu pour vérifier par moi-même les archives. Je suis parti au service historique de la marine à Brest pour tenter de récoller les différents éléments. Alors, on passe. Oui, je voulais vous montrer par rapport à l'image précédente, voilà ce que l'on peut observer à marée basse. Ce que vous voyez là, c'est la chaudière du vapeur. Et image suivante, vous avez donc l'emplacement du naufrage du San José, un peu plus loin la Santa Rosa. On a un pointeur qui me permettrait de... Sur le rouge. Le rouge en haut. D'accord. Et je vise... alors là, voilà, la chaudière est là. Derrière la Santa Rosa, vous voyez apparaître
la roche percée des Rospecq, c'est-à-dire toute la pointe des Rospecq, et en arrière-plan là-bas, la roche des Moines qui fait face à la pointe Saint-Mathieu. J'ai laissé quelques neurones au fond et je n'arrive plus à les récupérer. Alors, que s'est-il passé? Eh bien, sur cet ensemble-là, il s'est passé que la Dorothée a quitté le Havre le 7 décembre en direction de Brest avec un chargement, que le 10 décembre, elle a rencontré dans le chenal du Four la Fort Samson. Elles ont fait rôde de conserve, et elles ont mouillé à Port-Sliogan, toutes les deux, où il y avait déjà 7 bateaux en attente de conditions favorables, de vent et de courant, pour pouvoir passer la pointe Saint-Mathieu avant de se diriger vers la rade de Brest. Alors, les conditions ont mis beaucoup de temps à revenir, puisque ils n'ont plus appareillé que le vendredi 16 décembre. Vous voyez, tous ces bateaux sont restés mouillés à Port-Sliogan pendant 6 jours. Alors pourquoi Port-Sliogan? Eh bien parce qu'à Port-Sliogan, vous avez 2 petits ruisseaux d'eau douce qui facilitent les choses pour le ravitaillement en eau des bateaux, parce qu'il y avait quand même 47 personnes à bord de la Dorothée, et il fallait que tout ce petit monde puisse se nourrir, se désaltérer, etc. Le 16 décembre, au matin, les conditions sont bonnes. Toute la flottille appareille à 8 heures du matin. Et les vents sont est-nordais. Et donc, les bateaux commencent à enrouler la pointe Saint-Mathieu. La Dorothée est sous toute sa toile. Quand un grain survient de sud-ouest, au moment même où la Dorothée est en train de virer de bord, ses voiles sont masquées, c'est-à-dire qu'elles prennent à contre. Et avant que les marins à bord ne réussissent à remettre la situation en état, le bateau est drossé sur les rochers, où la coque s'enfonce sous l'eau, les mâts s'appuient sur la roche, et ils sont 47 personnes à bord, 24 parviennent à se hisser sur le rocher, les autres personnes disparaissent dans les flots. Alors, que nous disent les archives? Eh bien, archive 1 108 du USHD de Brest, la Dorothée s'est perdue le 16 décembre sur la roche des Vieux Moines, roche située à une encablure de terre. Sur les 47 personnes présentes à bord, seul un groupe de 24 naufragés parvient à se hisser sur la roche, balayé par des vagues de plus de 30 pieds, près de 9 mètres, c'est énorme. Ils vont y rester 2 jours. Ensuite, sur le document armement et désarmement de la Gabarre La Dorothée, pour le sieur Pic de la Mirandole, la mention noyé le 16 décembre a été rayée et remplacée par mort sur le rocher des Moines le 18 décembre. Ils sont bien restés 2 jours sur le rocher, vous voyez. Donc ils n'ont été récupérés en fait que le dimanche. Et sur les archives 1E 537 SHD de Brest, on peut lire: pour tenter de sauver soit par terre, c'est important, soit par mer, les naufragés. Alors, si on analyse ça, voilà, vous avez la carte du site. Ils disent que la roche des Moines est située à une encablure de terre. Alors, vous voyez, en bas, sur la carte Google, vous avez le 200 mètres. Moi, j'ai mesuré sur la carte, on en a près de 800. Alors, je vois mal comment on pourrait tirer un va-et-vient du sommet d'une falaise balayée par la houle jusqu'à 800 mètres plus loin pour atterrir sur une roche balayée par la houle. Elle aussi, impossible. Hein. C'est-à-dire que si c'est pour sauver les hommes, c'est trop tard. Avant qu'ils soient arrivés de l'autre côté, ils sont tous morts. Donc, il y a un problème là. Par contre, au niveau des Rospecq, ça pourrait peut-être s'envisager, puisque si vous regardez bien la carte, vous avez quelques passages très étroits entre les différents cailloux qui pourraient être donner la possibilité d'installer un va-et-vient. Alors ensuite, image suivante. Voilà. Le jour du naufrage, le coefficient de marée est de 59.
Et regardez bien cette image. Je suis allé prendre cette photo un jour de coefficient 59 à pleine mer. La houle était donnée ce jour-là pour 1,50 m, pas 9 mètres, comme disent les archives de la marine. Donc on voit mal, sur ce petit bout de caillou qui dépasse, comment 24 personnes pourraient se tenir pendant 2 jours avec une houle beaucoup plus forte. C'est impossible. Donc là encore, les archives de la marine nous promènent un peu. On va passer alors. Voilà, ça c'est la pointe des Rospecq, parce que tout à l'heure, quand je vous parlais du dessin de Nicolas Ozanne, la légende parle de la roche percée des Rospecq. Voilà la pointe des Rospecq à pleine mer, coefficient 59. La roche percée, c'est celle que vous voyez à l'extrémité à droite. On peut envisager que 24 personnes aient pu s'y cramponner malgré une houle, alors pas une houle de 9 mètres bien sûr, mais elle ferait déjà que 3. Ça serait... Parce qu'en en fait, les bateaux n'auraient jamais appareillé de Port-Stylogan avec une houle de 9 mètres. D'ailleurs, je pense qu'avec une houle de 9 mètres, ils auraient tous fini à la côte avant d'avoir réussi à soulever les mouillages. Donc voilà, à pleine mer. Donc c'est jouable pour la roche percée des Rospecq, la roche percée sud. Ah oui, alors il faut savoir aussi qu'au Rospecq, vous avez 2 roches percées. Vous avez une roche percée très près de terre, que tous les terriens connaissent, et la roche percée sud, que seuls les marins connaissent parce qu'il faut passer côté large pour s'apercevoir que vous avez un tunnel qui rentre sous la roche. Moi, j'y suis allé parce que pendant près de 50 ans, c'était mon coin araignée en apnée. Et donc, j'ai eu l'occasion de rentrer là-dedans. C'est très simple. Vous prenez le boyau, puis ensuite, à l'intérieur, vous débouchez en plein air, quoi. C'est assez joli. Donc, voilà. Et c'est la roche percée sud des Rospecq. Et donc, image suivante. La même chose, coefficient 59, marée basse. Donc, vous pouvez vous apercevoir qu'en fait, ici, on peut s'avancer éventuellement à pied sec et assez loin pour commencer à approcher la roche sud des Rospecq. Et pourquoi pas envisager éventuellement de mettre effectivement un va-et-vient, à condition que l'état de la mer le permette. Micro plus près, d'accord. Voilà. On continue. Alors, voilà le dessin de Nicolas Ozanne. Alors, sur le dessin de Nicolas Ozanne, vous avez une légende. Et dans cette légende, il est marqué « Le bâtiment a été mis en pièces... » pardon. Il y a quelque chose qui m'a échappé. Oui, c'est la page 3. Oui, donc sur la légende, on peut lire « Le soir, un moine de Saint-Matthieu s'avança à mer basse sur un banc de rocher à fleur d'eau pour consoler les naufragés en leur annonçant qu'il leur arrivait du secours du port de Brest pour les sauver. » C'est ce moment qui est représenté sur le dessin. C'est ce qui est écrit. Alors, là, il y a un petit problème. Parce que pour ceux d'entre vous qui connaissent bien la pointe Saint-Matthieu, le dessinateur a représenté la pointe des Rospecq pratiquement sous l'abbaye, voire légèrement à l'ouest, alors que la pointe des Rospecq est située à 700 mètres dans l'est. Et si on regarde la perspective du dessin par rapport à l'abbaye, je dirais que la gabarre est représentée en fait naufragée sur la roche des Moines. Donc le dessin est faux. Nicolas Ozanne n'a jamais mis les pieds à la pointe Saint-Matthieu. Image suivante. Voilà, vue de plus près, vous voyez. Alors, là aussi, si vous avez vu, fait très attention là tout à l'heure à la pointe des Rospecq, en photo, vous vous apercevez qu'il a fait la pointe des Rospecq très courte et il a séparé beaucoup trop la roche sud des Rospecq de sa pointe. Donc rien ne colle dans le dessin. Donc les archives de la marine ne sont pas cohérentes. Le dessin, c'est pas bon non plus. Qu'est-ce qu'il nous reste? La légende.
C'est-à-dire que le naufrage a eu lieu sur la Roche des Moines, le 16 décembre 1769. Ah ben la date n'est pas bonne non plus. Alors là, par contre, on peut excuser le dessinateur parce que c'est vrai que du 16 décembre 1768 à l'année 1769, il s'est passé 3 semaines et on peut penser que son dessin, il l'a peut-être fait 3 semaines à 1 mois plus tard sur des détails qu'on lui a fournis. Parce qu'il est évident qu'il n'a jamais mis les pieds à la pointe Saint-Mathieu. Donc, dans cet endroit, alors on avance, voilà. Voilà la zone, en fait. Alors, soit la Roche des Vieux Moines, soit la Roche Percée. C'est un endroit qui est balayé par les courants, c'est un endroit qui est balayé par la houle. Les fonds sont peu profonds et colonisés par les grands laminaires. Et donc, je me suis dit, la seule façon de pouvoir s'en sortir, pour lever l'ambiguïté, c'est de tirer le magnétomètre. Donc, en 2014, on a monté une petite opération magnétométrique. Merci Jean-Michel, sans toi, je t'ai foutu. Le magnétomètre que je devais utiliser a déclaré forfait quelques jours avant l'opération. Et donc, on a balayé un petit peu entre la pointe des Rospecq et la Roche des Vieux Moines. Il y avait quelques anomalies magnétiques que nous sommes allés vérifier, mais à chaque fois, on est tombé sur du caillou, donc de la roche vraisemblablement magnétique. Et très vite, en fait, on s'est dirigé vers la Roche Percée, où là, nous avons eu aussi des anomalies magnétiques. Et à la première plongée, tout de suite, au pied de la roche et au pied de l'entrée de la roche, on y va ? Ah, tu planes ? Voilà, la Roche Percée des Rospecq, vous voyez, on peut y rentrer et c'est éclairé à l'intérieur. Donc, à la zone des naufrages, vraiment au pied de la roche, on a, alors on y va, des gueuses de fonte, des boulets de canon, on enroule, voilà, encore une gueuse, un canon et les vestiges de vraisemblablement 3 autres canons, mais qui sont à peine visibles, qui effleurent à la surface du sédiment. Donc on peut aisément comprendre que la Dorothée ait pu s'appuyer contre la roche, les mâts se sont appuyés sur la roche, et les naufragés ont pu, grâce à la mâture, se mettre à l'abri là-haut. Ils étaient 24 au départ, ils n'étaient plus que 22 à l'arrivée, puisque un des matelots s'est fait arracher par une vague, et le sieur Pic de la Mirandole, lui, est mort de froid sur le caillou. Et le jour du naufrage, les secours n'ont pas pu approcher la roche parce que la houle était trop forte. Le lendemain, ils n'ont pas pu approcher non plus, le samedi. Et en fait, c'est le dimanche que plusieurs chaloupes ont réussi à s'approcher suffisamment du caillou pour tirer un va-et-vient et récupérer les 22 naufragés vivants. 12 d'entre eux ont été récupérés par les moines, 12 autres ont été hébergés chez les fermiers du coin. Pour terminer, l'ensemble des 22 ont fini chez les moines avant d'être rapatriés sur Brest. Donc, fin de l'opération. Alors voilà, je pense qu'il y a de fortes chances qu'on soit sur la Dorothée, parce que sur la Roche des Moines, les clubs de plongée locaux ont beaucoup plongé. Ce qu'ils y ont vu, c'est les vestiges d'un navire qu'ils appellent l'Ardoisier. Ils ont aussi vu une hélice à 4 pales, mais apparemment, personne n'a vu sur la Roche des Moines les vestiges d'un bateau du XVIIIe siècle. Donc on peut considérer, à moins que moi aussi je me trompe, comme le dessinateur et comme les archives de la marine, qu'on a retrouvé le site du naufrage de la Dorothée. Et donc, pour finir, ce que je vous montre là, c'est la roche sud des Rospecq par mauvais temps. Donc, vous voyez que on ne s'est pas fait d'illusions, hein. Quand on s'est lancé dans la prospection sous-marine, on se disait qu'on a peut-être une chance de retrouver le gros mobilier en fonte, ce qui a été le cas. Par contre, pour ce qui était du petit mobilier, genre tesson de vaisselle, etc., vous avez la machine à broyer qui est en route, là, il n'y a aucun espoir là, de ce côté-là. Voilà, donc les archives ne sont pas toujours fiables, hein. Il convient de multiplier les sources, comme je disais tout à l'heure.
Et puis, je vous conseille aussi, mais ça vous le savez tous déjà, de poursuivre vos recherches sur les jours, les semaines, voire même les mois qui ont suivi le naufrage, parce qu'on y trouve parfois des informations importantes, voire des rectificatifs essentiels. Ça m'est déjà arrivé. Je ne sais pas s'il me reste un petit peu de temps, je ne sais pas où j'en suis. 5 minutes? Oui. Pour exemple, je n'avais pas prévu de le faire, mais puisqu'il me reste du temps. Pour exemple, dans l'affaire de l'Indiane, alors, en 83, un plongeur de Kerlouan a découvert une épave. Elle a été déclarée en 91, et puis après, il ne s'est plus rien passé. Et quand il l'appelait le Galion. Et cette épave n'avait jamais été identifiée. Donc en 2011, quand je m'y suis intéressé, j'avais découvert que l'un des plongeurs avait récupéré un bouton d'uniforme en bronze, gravé 1 US Venezuela. J'ai suivi cette piste et j'ai découvert, dans un bouquin écrit par un colonel anglais, que ce bouton d'uniforme avait été fabriqué spécialement pour un régiment de hussards qui partait d'Angleterre pour le Venezuela. Et dans son livre, le colonel en question, Gustavus Ipisley, dit les habits, ces uniformes qui ont été conçus spécialement pour cette expédition ont été mis à bord de l'Indiane. L'Indiane a fait naufrage dans la nuit du 9 au 10 décembre 1817 sur les falaises d'Ouessant. Ah, ça m'éloigne un peu de Kerlouan quand même. Vous voyez, il y a 30 000 d'écart vers l'ouest. Mais j'ai trouvé aussi, un peu plus tard, un nouvel ouvrage écrit par James Robinson, chirurgien à bord d'un navire, le Dawson, qui a accompagné l'Indiane jusqu'au moment où, dans la tempête, ils se sont perdus. Et Robinson dit « Et l'Indiane a fait naufrage sur l'île de Bas ». Bon, alors là, on est de l'autre côté, vous voyez, encore une 10-15 000 de l'autre bord, quoi. Donc, ça fait déjà 50 km de différence, là. Mais bon, alors à partir du moment où j'avais un nom de bateau, une date de naufrage, je me suis rendu au service historique de la marine à Brest. Et là, ouf, parfois les archives de la marine sont très bonnes. L'Indiane a fait naufrage, effectivement, dans la nuit du 9 au 10 décembre 1817, sur le rocher Karekir à Kerlouan. On y est. Vous voyez, donc, des fois, on se fait un petit peu balader, mais en règle générale, ça finit bien quand même, cette affaire. Et un dernier point, je vais démolir tout ce que je vous ai dit à propos de l'épave du Moyen-Âge à la Berverac. Quand j'ai fait des archives au service historique de la marine à Brest, j'avais découvert que la corvette de la République, la Reprise, avait fait naufrage en 1795 à la portée d'une balle de fusil à plomb dans le noroît de Forsaison, dans la Berverac. Je suis allé dans le noroît de Forsaison à la Berverac, j'ai trouvé un navire qui pouvait correspondre, je l'ai déclaré, et comme la corvette de la Reprise, et j'ai demandé des autorisations de sondage, je les ai obtenues pour l'année suivante, 1986, et je suis retourné aux archives ensuite en janvier 1986 pour brusquement, j'étais à 2 doigts de m'évanouir. Quand j'ai lu ça, j'avais un rapport qui disait que la corvette, la Reprise, que j'avais découvert, avait été renflouée, réparée, et que 2 ans après son naufrage, elle naviguait du côté de Cherbourg. Donc, vous voyez le problème. Et alors, j'ai appelé Michel Lourd, je lui ai dit, je suis désolé, quoi. Il m'a dit, continue, on ne sait jamais. Voilà. Et puis finalement, j'ai continué, et ouf, c'était une épave du Moyen-Âge, la première découverte sur les côtes françaises pour cette période-là. Ben, imaginez que j'ai découvert, le jour où j'ai découvert que la corvette de la Reprise avait fait naufrage à la portée d'une balle de fusil à plomb dans le noroît de Forsaison, et que quelques semaines après, elle avait été renflouée et réparée, jamais je n'allais plonger à cet endroit-là, et l'épave du Moyen-Âge n'existerait pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.